À mon ami qui vit dans le monde voisin, je t'écris au calme d'une nuit qui respire et qui tient dans la main. Je commence sans détour, car je sais que tu n'as pas besoin d'introduction pour entendre ce que je porte. Aujourd'hui, j'ai acheté une petite heure de silence pour pouvoir te parler avec une voix claire. Je l'ai payé avec mes économies de la semaine, presque comme on achète une bougie quand on veut lire plus longtemps. Ici, le silence n'est jamais gratuit, et je sais que cette phrase te semble étrange, mais pour nous elle est très simple. On dit souvent que le silence est précieux, mais chez nous il est aussi compté, pesé et inscrit dans un carnet. Je dis carnet, car on garde des lignes et des chiffres qui ressemblent à une météo intime. Quand je l'ouvre, je vois les heures calmes de ma famille, comme des grains de riz qu'il faut gérer avec soin. Je ne t'écris pas pour me plaindre, je t'écris pour t'expliquer comment cette économie du calme façonne nos gestes les plus petits. Tu sais que j'ai un frère qui travaille la nuit, il s'appelle Noé, et il a besoin d'un silence régulier pour supporter ses tours. Il achète des tranches de calme à la coopérative du quartier, et il les utilise pour dormir entre deux passages de tram. La coopérative n'est pas riche, mais elle garde un stock, comme un garde-manger discret. On l'appelle la chambre sourde, et elle ressemble à une bibliothèque où les livres seraient des minutes feutrées. Quand on y entre, on enlève nos chaussures pour ne pas abîmer la douceur. La première fois, j'ai eu envie de pleurer, non pas de tristesse, mais parce que mon corps a soudain cessé de se défendre. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais tendue, et la détente a eu la clarté d'un verre d'eau fraîche. Cette chambre a été ouverte grâce à une collecte dans notre rue, et chacun a donné selon ses moyens. Ceux qui ont peu d'argent ont donné du temps de bénévolat, en réparant des joints, en ajustant des portes, en cousant des rideaux. Notre voisine Sophia a cousu des couches d'étoffe si denses que la lumière elle-même marchait à pas lents. Quand elle pose la main sur le tissu, on dirait qu'elle écoute un fleuve souterrain. Ici, nous parlons comme ça, car le silence n'est pas une absence, c'est une matière qui a son poids et sa température. On le produit parfois, on le récolte parfois, et souvent on le protège comme on protège un nid. Je sais que tu aimerais comprendre d'où il vient, alors je vais te raconter comment on le récolte dans les collines. Les collines, autour de ma ville, ont des vallons où le vent roule sans heurter les maisons. Dans ces creux, on plante des haies épaisses qui cassent les ondes et qui calment l'air. Les techniciennes viennent au lever du jour pour capter ce repos avec des filtres souples. Elles étendent ces filtres comme on étend un filet sur l'eau, puis elles attendent que la pelle y tombe goutte à goutte. Cela prend du temps, mais le matin offre une densité de calme que l'après-midi ne donne pas. On roule ensuite ces filtres, on les met dans des boîtes et on les transporte dans des dômes de stockage. Le dôme municipal a la douceur d'une conque, et quand on marche à l'intérieur, on entend son propre scent avec une netteté nouvelle. Je ne te dis pas cela pour te faire rêver, je te le dis parce que cette sensation change la manière d'aimer une ville. Quand on a connu la vraie quiétude, on a du mal à tolérer les gestes qui la brisent sans raison. Chez nous, il y a des règles pour cela, et elles sont nées de disputes longues et parfois violentes. Il y a eu un été où les terrasses avaient pris toute la place, et les nuits ressemblaient à des foires sans fin. Les écoles perdaient des points d'examen parce que les élèves n'arrivaient plus à se concentrer. Les sages-femmes demandaient des coupons de calme pour les naissances, et elles n'en recevaient pas assez. Un soir, une infirmière a écrit une lettre ouverte, et cette lettre a circulé de main en main. Elle disait simplement qu'une ville qui ne dort plus finit par se parler mal. Cette phrase a frappé, car elle tenait en peu de mots notre fatigue collective. Après cela, la mairie a fixé des quotas et a instauré un marché des heures apaisé. Tu pourrais croire que cela a tout résolu, mais la vie est plus complexe que les tableaux. Le marché a aidé certaines familles et il en a pressé d'autres. Un propriétaire a spéculé sur le calme de son immeuble et il a vendu à prix fort l'apaisement des escaliers. Les locataires ne pouvaient plus se reposer sans payer un supplément et ils ont dû choisir entre le pain et le sommeil. Je t'assure que voir cela donne envie de mordre dans l'air pour le redresser. Nous avons alors monté une association de défense du repos commun et nous avons appris la patience. La patience consiste à parler doucement, mais longtemps, jusqu'à ce que l'argument s'asseye. Nous avons réuni des témoignages, des mesures, des dessins d'enfants, des courbes faciles à lire.
Nous avons montré que les rues calmes faisaient chuter les accidents domestiques et les disputes du soir. Nous avons montré que les commerces gagnaient en fidélité quand le quartier tenait sa mesure. Nous avons même fait une expérience avec une boulangerie en offrant un quart d'heure de calme chaque matin. Les clientes souriaient davantage, elles se souvenaient des prénoms et les pains partaient plus vite. Cela peut te sembler naïf, mais ici la preuve passe aussi par les gestes ordinaires. Je t'envoie cette histoire, car je sens que ton monde marche parfois au rythme de la précipitation. La précipitation est une dette que le corps paie plus tard. Le silence nous montre cela avec une clarté très simple. Quand on le dose mal, on pense plus court, on aime plus vite, et on oublie plus souvent. Quand on le dose bien, la mémoire s'installe comme une table dressée. Je voudrais te raconter ce qui est arrivé à ma cousine lors de ses examens. Elle avait économisé des minutes tranquilles tout l'hiver, un peu chaque semaine, comme on met des pièces dans un bocal. La veille des épreuves, un orage a cassé un transformateur et le quartier a perdu ses réserves. La coopérative a réagi avec une grâce que je n'oublierai jamais. Elles ont découpé ce qui restait en fines lamelles et elles les ont offertes aux élèves en priorité. Ma cousine a reçu 15 minutes d'un calme soyeux et elle m'a dit qu'elle avait vu chaque question comme une porte claire. Elle a réussi et sa réussite a été racontée au marché comme une petite fable utile. Nous faisons souvent cela, nous racontons des faits ordinaires comme des contes sobres. Les contes sobres servent à enseigner sans humilier. Ils font passer des décisions difficiles comme on fait passer une pilule avec un verre d'eau tiède. Je sais que tu veux aussi connaître le revers, alors je te parle d'un procès qui a secoué nos habitudes. Un quartier a attaqué un festival pour vol de silence, et la ville entière a retenu son souffle. Les avocates ont dessiné le plan des rues comme une partition avec des zones d'apaisement dues aux habitants. Elles ont montré que le festival avait puisé dans ces zones sans compenser, et que les familles en étaient sorties épuisées. Le juge a tranché d'une manière très simple, en disant que la fête n'avait pas à être punie, mais qu'elle devait acheter ce qu'elle consommait. Depuis, les organisateurs paient d'avance des heures calmes aux écoles et aux services de soins, et tout le monde respire mieux. Ce n'est pas parfait, car rien ne l'est, mais c'est habitable. Le mot habitable est très important chez nous, il signifie que la journée peut tenir debout sans béquille. J'aimerais te parler de l'art maintenant, car l'art ici boit le silence comme un thé. Une amie compositrice utilise des minutes d'un calme très fin pour enregistrer les respirations entre deux notes. Elle dit que c'est là que la musique prend sa décision. Une fois un peintre a volé un silence rare au musée des Trèves, et la ville l'a su en 2 jours. Il n'a pas été mis en prison, mais on l'a condamné à restituer 2 fois ce qu'il avait pris, en animant des ateliers gratuits dans des écoles bruyantes. Les enfants ont appris à écouter leurs propres pauses, et cette restitution a valu plus que la punition. Tu vois que nos histoires ont un ton modeste, et c'est ce ton qui nous tient ensemble. Nous avons des fraudeurs, nous avons des profiteuses, nous avons des indifférents comme partout. Mais nous avons aussi des gestes de réparation, et ils durent plus longtemps que le scandale. Je te parle aussi de mon voisin Malik, car il m'a appris d'une manière simple de sauver une soirée. Quand la rue s'échauffe, il propose de partager 5 minutes de calme en commun, et il les offre depuis sa réserve. Les gens se regardent, leurs épaules redescendent, et la conversation change de température. Le lendemain, la rue parle de cela comme d'un bon repas partagé. Je sais que tu pourrais penser que tout cela dépend beaucoup de l'argent, et tu n'aurais pas tort. Alors je t'explique une invention qui nous aide, et qui n'est pas basée sur la richesse. Nous avons mis en place un calendrier d'écoute dans les immeubles, et chaque foyer offre 2 créneaux de respect par semaine. Pendant ces créneaux, on ferme les portes doucement, on pose les objets comme on pose un souffle, et on évite les appareils qui mordent l'air. Cela ne coûte rien, et cela rend à tous un fond de tranquillité qui devient partageable. Les personnes âgées s'y sentent vues, les bébés s'y endorment plus vite, et les couples s'y parlent mieux. Je me surprends à sourire en l'écrivant, car cette idée a été trouvée par un enfant de 12 ans. Il s'appelle Amir, et il disait simplement qu'il fallait un horaire pour la gentillesse. Nous lui avons répondu que sa phrase tenait bien au mur.
Tu me connais, tu sais que je garde des carnets de petites phrases qui tiennent au mur. J'y colle aussi des tickets de coopérative et des cartes de remerciement. J'y note que la gentillesse n'est pas un luxe, c'est une technique de survie lente. Le silence chez nous n'est pas l'ennemi de la parole, il est la chaise sur laquelle la parole s'assoit. Quand la chaise manque, la parole tombe et personne ne se souvient de ce qu'elle voulait dire. Mon travail consiste à aider des classes à écouter et j'emporte avec moi un mètre-ruban. Je mesure la distance entre un bruit et un visage, et je la rends visible avec des rubans colorés. Les enfants comprennent très vite que leurs propres gestes dessinent le climat de la pièce. Ils apprennent ensuite à négocier entre eux des îlots calmes, et ils les protègent comme on protège une cabane. Une fois, une élève a écrit que la cabine de silence lui avait sauvé son dessin, et j'ai gardé cette phrase comme un talisman. Le mot « sauver » est fort, mais je commence à croire qu'il est juste. Sauver une attention, sauver une sieste, sauver une conversation, cela finit par sauver une vie entière. Tu vois que je t'écris comme à une sœur, car je sais que ton monde se débat avec d'autres excès. Je ne juge pas, je propose un miroir de poche, et tu en fais ce que tu veux. Si j'ouvre maintenant la fenêtre, je vois des réseaux d'air et des capteurs qui clignotent doucement. Les capteurs vérifient la qualité des minutes stockées, car un silence peut tourner comme du lait si on le garde mal. Cette idée te fait rire peut-être, mais ici nous avons des frigos de paix, et ils ronronnent à peine. On y range des unités de calme, et on les étiquette comme des confitures. Il existe aussi des marchés noirs, je ne te le cache pas, et ils vendent des minutes douteuses qui grattent l'oreille. Les autorités ferment parfois les yeux, car elles manquent de moyens, et parce que la demande explose chaque hiver. Une amie policière m'a dit que la répression seule ne suffit pas, et qu'il faut apprendre à donner de la mesure au quartier. Donner de la mesure signifie transmettre des méthodes simples qui ramènent un socle de paix. J'ai vu un square se transformer en 12 jours grâce à des ateliers d'écoute donnés par des mères. Elles ont appris aux enfants à marcher avec le son de leurs propres pas, et cela suffit à apaiser les bancs. Tu serais fier de ces mères, car elles ont pris la ville à bras tendus, sans cris et sans pancartes. Je ne dis pas que les pancartes sont mauvaises, je dis que les bras tendus sont parfois plus rapides. Nous avons aussi traversé une panne géante que j'ai besoin de te raconter, car elle a changé notre vocabulaire. Un jour, un centre de stockage s'est éteint par erreur, et toute une zone s'est retrouvée à découvert. Les hôpitaux ont appelé, les écoles ont appelé, les maisons de retraite ont appelé, et les voix tremblaient. Les ingénieurs ont travaillé 18 heures d'affilée pour établir un fond calme, minimal. Pendant ce temps, les habitants ont improvisé une couverture en offrant chacun 5 minutes de leur réserve. La ville a tenu grâce à cette couverture, et depuis nous parlons de trame civique, un mot simple pour dire que personne ne tombe seul. Je crois que cette trame intéresserait tes amis, car elle est exportable sans machine. Il suffit d'une table, d'un tableau, d'un sablier, et de visages prêts à s'écouter 2 fois plus longtemps que d'habitude. 2 fois plus longtemps signifie que l'autre a le temps d'achever sa pensée sans se cogner à la suivante. Dans ce temps-là, le conflit se tasse, et les idées redeviennent des fruits et non des projectiles. Tu me demandes sans doute ce que je fais de mes propres réserves, alors je te réponds sans détour. J'épargne pour les matins d'hiver, pour mes élèves fragiles, et pour les visites à ma mère. Ma mère perd parfois le fil, alors je lui offre des minutes très fines, et je la regarde retrouver les noms de ses plantes. Elle caresse les feuilles en remerciant, et je mesure en silence le prix de ce geste. Je ne suis pas riche, mais je me sens responsable de la lumière dans ses yeux. Certains jours, je donne presque tout, et je dors moins bien, mais je me réveille droite. D'autres jours, je garde, pour moi, ce qu'il faut pour écrire, et je ne culpabilise pas. L'équilibre ne vient pas des règles, il vient de la conversation que j'entretiens avec moi-même. Cette conversation se tient dans un français simple, et je la veux modeste et honnête. J'essaie de ne pas me raconter des fables où je serais héroïque, car les fables usent qui les portent. Je me dis seulement que j'appartiens à une chaîne où chaque maillon doit rester souple. Si je me casse, les autres se tendent, et la ville devient fragile. Je garde donc des minutes pour écrire,
car l'écriture est le lieu où je range mes questions. J'y range aussi les voix que j'entends dans les transports, au marché, à la coopérative. Je les range pour ne pas les perdre, et pour qu'elles me tiennent droite quand je doute. Ce soir, je me souviens d'une vieille dame qui m'a dit que la paix est un métier. Elle était assise sur une chaise basse, et ses mains avaient l'épaisseur de 100 saisons. Elle m'a montré comment poser une tasse sans réveiller la table, et j'ai compris que la paix est faite de gestes qui ne se voient pas. Depuis, je m'entraîne à poser ma voix comme elle posait sa tasse. Tu entends peut-être que mon ton est plus calme que d'habitude, c'est parce que je t'écris avec une heure achetée. Cette heure est claire comme une fenêtre lavée, et je la partage avec toi sans la casser en morceaux. Je te dis aussi que la recherche avance, et qu'une équipe travaille sur un calme synthétique renouvelable. Cette idée nous intrigue et nous inquiète, car elle pourrait libérer des quartiers entiers et elle pourrait aussi créer une dépendance nouvelle. Nous en parlons le soir en coupant des pommes, et les couteaux vont lentement. Nous avons décidé de garder un droit des communs pour toute innovation et de réserver une part gratuite à ceux qui n'ont pas de marge. Cette décision vient d'une assemblée où chaque personne a eu 2 minutes pleines pour parler. Les 2 minutes pleines sont sacrées, et on y tient comme on tient à l'eau. Une jeune serveuse a dit que sa mère n'avait jamais reçu 2 minutes pleines de toute sa vie, et la salle a baissé les yeux. C'est ce genre de phrase qui recadre une ville. Ce recadrage lent vaut mieux que les décrets tirés au cordeau sur un coin de table. Je sais que tu comprends ce que je veux dire, car tu as ce sens des priorités qui part du visage et non des chiffres. J'aimerais t'offrir un rituel que nous faisons parfois avant de nous coucher. Nous énumérons 3 moments du jour où nous avons offert du calme et un moment où nous en avons reçu. Cela paraît enfantin, mais cela rend la gratitude observable. On finit alors par s'endormir avec l'idée que la ville a tenu grâce à 4 petits ponts. Les ponts minuscules font la carte de demain, et c'est une carte où l'on marche sans se blesser. Je vais bientôt refermer cette heure, et je veux te laisser avec une image simple. Imagine un bol posé sur une table, et imagine que chaque parole tombe dedans sans l'ébrécher. Maintenant imagine que le bol est ton souffle, et que la table est ta journée. Si le bol tient, la journée tient, et tu peux offrir une goutte à qui en manque. Je te confie ce bol avec un soin sincère, et je sais que tu en feras bon usage. Demain j'irai à la coopérative pour donner quelques minutes à une amie qui l'accouche. Je pense à sa fille qui va entrer dans la lumière avec un accueil doux, et je respire plus large. Je me dis que naître dans une pièce paisible n'est pas un caprice, c'est une base. Nous devrions toutes et tous avoir droit à cette base, et nous y travaillons. Nous y travaillons sans tapage, car les fondations aiment les voix basses. Je terminerai cette lettre comme elle a commencé, avec la même intention posée. Je t'envoie une poignée de calme, et je t'invite à la semer là où tu en vois le besoin. Si tu peux, garde en un peu pour toi, et offre le reste quand la journée tire sur la corde. Je te remercie d'avoir lu mon heure jusqu'au bout, et je t'embrasse avec une tendresse simple. De ton ami qui vit dans le monde voisin. Merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'à la fin, ta présence compte pour moi. Si tu as aimé cette histoire, je t'invite à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Si tu veux soutenir ce travail, tu peux faire un don avec le QR code en bas à droite de la vidéo ou avec le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres d'une série très différentes qui peuvent te plaire. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, et regarde le prochain épisode quand tu seras prête.